Salut à tous et bienvenue sur l'Informagique. Aujourd'hui on va parler des PC gaming. Alors tout d'abord un grand merci à tous parce qu'on a atteint les 300 abonnés aujourd'hui, donc je suis super content, je vois que la chaîne elle prend pas mal, ça a l'air de vous intéresser, donc n'hésitez pas encore à liker, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, à commenter et à partager. Les commentaires, j'en ai pas mal et je suis super content que ce soit simplement des remerciements pour avoir eu des informations dans ce que je vous ai dit, ou même simplement des questions ou même des échanges, hein. Je veux dire, j'ai eu des choses super constructives dans les commentaires, donc j'essaye de répondre à tout le monde. Quand je vois les commentaires, le système de commentaires de YouTube il est mal foutu quand on est sur YouTube Studio, donc ça peut m'arriver d'en oublier peut-être un ou deux, donc je suis désolé, faut que je prenne le temps de m'y mettre un petit peu plus, mais en tout cas dès que j'en vois un j'y réponds. Donc un grand merci à vous encore une fois. Alors n'hésitez pas à prendre de quoi noter si le sujet vous intéresse, parce que clairement il y a beaucoup d'éléments, je vais peut-être même en oublier parce que j'ai écrit un léger script, mais quand je vous parle là comme ça au micro, j'ai pas de phrase préconstruite, donc je vais essayer de pas oublier quoi que ce soit, donc en tout cas vu la flopée d'informations qu'il y a à vous transmettre, prenez de quoi noter, ou en tout cas n'hésitez pas à revenir sur des passages de la vidéo. Je vais je pense mettre des chapitres pour bien délimiter certaines parties parce que encore une fois il y a beaucoup d'informations. Et donc sans plus attendre on va rentrer dans le sujet. Donc c'est quoi un PC gaming? C'est un PC tout simplement. Gaming ça veut pas forcément dire grand chose, c'est plutôt à mon sens une notion marketing. En fait, si vous voulez, depuis quelques années maintenant, le PC c'est devenu une espèce de, comment dire, de pièce un peu décorative de la maison. Alors décorative et fonctionnelle, qu'on soit bien d'accord, mais avec les bandeaux LED, les cartes graphiques RGB, les cartes mères RGB, les water cooling RGB, les RAM RGB, c'est vrai que maintenant on a des PC qui ressemblent plutôt à des sapins de Noël qu'à des PC traditionnels, on va dire un peu cachés sous un bureau dans un coin. Donc, et puis on observe aussi pas mal de configurations qui sont vraiment agréables à l'œil. Et à mon sens, la notion de gaming, c'est uniquement un style en fait. Alors mine de rien, la notion gaming, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à faire un choix dans vos pièces, parce que quand vous allez sur les grands sites d'e-commerce, genre Topachat, Materiel.net, ce genre de choses-là, vous avez souvent une catégorie gaming, et donc ça vous permet pour les gens qui sont un peu plus néophytes, on va dire, de sélectionner directement des pièces qui sont orientées gaming, même si on peut remarquer que dans ces pièces-là, il y a souvent à boire et à manger. Et donc faut quand même se méfier un peu, c'est pas parce que c'est dans une catégorie gaming que c'est forcément bien, il y a des pièces clairement qui sont trop légères pour faire du gaming sur des gros jeux, mais on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, mais en fait, comme le phénomène du jeu vidéo est de plus en plus répandu, je veux dire, on est de plus en plus de joueurs, que ce soit console, PC, même maintenant smartphone et de manière générale appareil mobile, c'est quelque chose qui a pris part dans nos vies de manière quotidienne pour certains. Moi y compris, personnellement je joue tous les jours un petit peu, donc à plusieurs types de jeux. Donc c'est vraiment devenu quelque chose, une place sur le marché super importante en fait. Donc forcément on se retrouve avec des mentions gaming, des claviers gaming, des souris gaming, enfin bref, vous avez compris un peu le délire. Mais c'est pas forcément un gage de qualité d'avoir écrit gaming sur une pièce. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous afficher des classements de pièces qui sont bien pour jouer, puisque là pour le coup le sujet c'est vraiment le jeu vidéo. Mais vous verrez que pas forcément en fait. On va parler de jeux vidéo surtout, mais un petit peu d'autres choses. Le problème quand on veut se monter un PC pour jouer, c'est que on est un peu perdu. On se dit j'aimerais bien jouer dans de bonne qualité, mais je sais pas quelle pièce prendre. Et en plus le marché actuel il est assez compliqué dans le sens où déjà c'est super cher. Mine de rien, il y a toujours un manque de disponibilité sur certaines pièces. Alors c'est beaucoup moins présent qu'il y a quelques années, je pense à il y a 3 ans où c'était l'horreur pour se procurer ne serait-ce qu'une carte graphique milieu de gamme voire bas de gamme, et avec des prix complètement délirants. Donc là ça va un peu mieux, mais toujours est-il que ça reste super cher. Donc, et puis souvent on est un peu perdu, on se dit là j'ai 2 fois la même carte graphique mais c'est pas la même marque, là il y a écrit Asus, là il y a écrit MSI, je sais pas laquelle des deux prendre. Donc on va essayer de clarifier un peu ça, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est la différence de ces pièces là, et pourquoi parfois c'est bien, pourquoi parfois c'est moins bien, pourquoi ça peut être intéressant, enfin bref, vous allez voir. Donc et puis, mine de rien, le fait que vous regardez sûrement d'autres youtubeurs qui font du PC, donc soit du PC gaming, soit du montage de PC de manière générale, et ils vous présenter des pièces, on va dire hautement qualitatives, mais avec des prix super chers. Forcément, ça va vous donner envie d'acheter ces pièces-là, vous allez vous dire si eux les présentent, c'est que c'est les meilleurs. Parfois oui c'est le cas, parfois c'est pas forcément le cas, mais parfois surtout c'est limite beaucoup trop pour le type de jeu auquel vous voulez jouer. Et c'est vraiment ça que je veux clarifier dans cette vidéo, c'est le type de jeu auquel vous jouez. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse de temps en temps des vidéos gaming, donc
pas des let's play, mais plutôt des vidéos genre le top des jeux free-to-play actuels, ou les sorties de la semaine en free-to-play, ou quelques mini-tests entre guillemets de jeux AAA ou de jeux indépendants qui viennent de sortir ou qui sont déjà sortis. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça me permettrait de faire des vidéos un tout petit peu différentes, par exemple à raison d'une fois par semaine le week-end, par exemple le samedi ou le dimanche. Ça me permettrait du coup de vous fournir un contenu un tout petit peu plus varié que plutôt uniquement parler de PC et d'informatique pure. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'ai catégorisé les jeux en 4 grandes familles, donc on va avoir tout ce qui est AAA, donc tout ce qui est grosse production hollywoodienne de jeux vidéo à la GTA, Call of Duty, Assassin's Creed. Ensuite on va avoir la famille des jeux compétitifs, donc comme Counter-Strike, League of Legends, Apex Legends, enfin bref tous ces jeux là. Ensuite on va avoir à mon sens les jeux indépendants, donc les jeux développés soit par une toute petite équipe, soit par des équipes, soit par des gens tout seuls. Et on va aussi retrouver, alors à mon sens, c'est une catégorie à part entière, même si ça peut aussi se translater dans les 3 autres catégories que j'ai dit au-dessus, c'est le rétro gaming. Alors oui, dans le rétro gaming, il y a des AAA, il y a des jeux indés, il y a des jeux compétitifs, alors bon, un peu moins pour les jeux compétitifs, mais il y en a toujours qui tournent. Mais à mon sens, comme on va surtout parler d'émulation, je prends ça comme une catégorie à part entière. Donc généralement les AAA c'est les jeux auxquels vous allez vouloir jouer en qualité maximum, normalement on va dire, c'est les jeux qui sont censés vous en mettre le plus dans les yeux, le plus dans les oreilles aussi, parce que maintenant il y a un travail énorme qui est fait sur le son dans ces jeux là. Franchement on se croirait presque au cinéma pour certains jeux maintenant, il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de cinématiques, il y a un visuel qui est vraiment intéressant. Et c'est généralement, oui, des jeux dans lesquels on va vouloir y jouer au maximum, donc à fond, avec tous les paramètres graphiques au maximum et avec une fluidité impeccable. C'est des jeux qu'on va chercher à les faire tourner à minimum 30 fps, donc 30 images par seconde, jusqu'à 60 et au-delà. Mais en tout cas, au-delà de 60, ça sert pas à grand-chose pour des jeux AAA qui sont en solo. Mais voilà, le but c'est d'avoir la plus belle qualité d'image possible, donc en 4K ou en QHD, je sais pas, ça dépend de votre écran et de ce que vous avez, ou de ce que vous voulez acheter. Mais toujours est-il que c'est généralement dans ces jeux-là où on va essayer d'aller chercher la plus grosse puissance de nos PC. Donc généralement des pièces haut de gamme pour jouer aux dernières grosses productions des studios et du coup profiter de l'expérience à fond. Alors bien sûr, c'est des jeux qui sont aussi entre guillemets optimisés pour tourner sur des configurations plus modestes. Mais toujours est-il que voilà, normalement c'est ceux qui sont censés vous donner envie de jouer au maximum de leur qualité graphique. Pour les jeux compétitifs, là par contre c'est les jeux dans lesquels vous allez un peu, pas forcément être regardant sur la qualité graphique, mais plutôt vouloir une stabilité exemplaire et une vitesse d'image par seconde élevée. Donc j'entends par là, par exemple Counter-Strike, pour ne citer que lui, c'est un jeu où les professionnels y jouent en paramètres graphiques bas, avec quelques paramètres graphiques en élevé ou en moyen, histoire d'avoir un peu de clarté sur certaines situations. Mais ils vont chercher à avoir un nombre d'images par seconde supérieur à 144. C'est vraiment la fluidité et la stabilité qui priment dans ces jeux-là. Il y a aussi un aspect carte réseau, on en parlera un tout petit peu aussi après quand je parlerai des composants et des PC de manière générale, du coup en gaming. Donc au lieu de s'orienter vers des composants ultra haut de gamme pour des jeux compétitifs, on va plutôt chercher des composants performants, des composants cohérents entre eux, et tout de suite d'emblée, je peux le dire, on va surtout prioriser des processeurs en fait. La catégorie des jeux indépendants, c'est un peu particulier parce qu'il y a de tout. Il y a des jeux qui sont à la fois très simplistes en termes de graphisme, donc qui vont demander très peu de ressources. Je pense notamment à un des plus connus, Undertale, qui est un jeu, on pourrait l'apparenter à un jeu NES, donc clairement du pixel art, très léger, qui tourne sur n'importe quoi. Donc on pourrait avoir des configurations relativement modestes, pour faire tourner du Undertale, typiquement il faut vraiment pas quelque chose de très puissant, ça peut tourner largement sur un PC qui a pas de carte graphique, mais simplement une toute petite partie graphique intégrée au processeur. Mais on va aussi parfois se retrouver avec des productions un peu plus grosses en termes de spécifications techniques, donc je pense à Risk of Rain 2 par exemple, ou Valheim par exemple, qui est quand même graphiquement plutôt sympa dans son style, donc, et puis je sais que ça demande une configuration qui est quand même assez élevée. Donc voilà, donc il y a à peu près de tout, ça dépend vraiment au type de jeu indépendant auquel vous voulez jouer. Alors majoritairement les jeux indés, on va pas se le cacher, ça va être souvent plus des jeux 2D ou des jeux très légers, donc pour la majorité des jeux indés, un petit PC est suffisant. Mais c'est vrai que voilà, si vous êtes pris de passion pour un jeu un peu plus gros, un peu plus gourmand, il va falloir dimensionner en conséquence. Et dernière catégorie, on va voir le rétro gaming. Alors, par rétro gaming, je vais surtout parler d'émulation console, mais je suis bien au courant qu'il y a aussi tous les anciens jeux PC de l'époque. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous donnerai un site, si vous ne le connaissez pas, qui vous permet de télécharger des très vieux jeux PC
gratuitement et d'y jouer. Ça va peut-être vous permettre soit de refaire des jeux que vous avez adorés à l'époque ou de découvrir des pépites. Clairement, il y a des jeux qui sont encore excellents à l'heure actuelle. Mais là, on va surtout s'attarder sur l'émulation, que ce soit légal ou non, c'est pas ça la question. Mais ça va vraiment dépendre du coup de la console que vous voulez émuler. Ce sera beaucoup plus simple de jouer à des jeux d'arcade ou à des jeux NES ou Super NES que des jeux PlayStation 2 par exemple, ou des jeux GameCube, oui, jusqu'à la PS3, voire même PS4 maintenant. Donc ça dépend de quel jeu vous intéresse. Si vous êtes un gros passionné de rétro gaming, mais on va dire vraiment old school, vous êtes sans savoir qu'à l'époque les jeux tournaient relativement tous en 24 images secondes, voire 25, voire 30 pour certains, et très peu de jeux étaient en 60. Donc la notion à prendre, c'est quelle vitesse en fait le développeur du jeu a défini pour le jeu à l'époque. Alors oui, c'est peut-être forcément impossible de savoir ça pour tous les jeux, mais il y a dans les émulateurs un indicateur assez important qui est dans la majorité des émulateurs, c'est la vitesse d'émulation en fait. Souvent sur l'émulateur, il y a un pourcentage écrit quelque part sur la fenêtre, et bien sûr il faut se rapprocher le plus du 100%. Par exemple, je vais prendre un jeu récent, entre guillemets, je vais prendre un Zelda Breath of the Wild sur Switch ou sur Wii U, enfin peu importe, et son successeur Tears of the Kingdom sur Switch. Le jeu tourne en 30 images par seconde, et l'émulateur du coup essaiera de le faire tourner jusqu'à 30 images par seconde. Donc ça va vraiment être dépendant déjà du jeu de base. Si vous avez un PC qui est super puissant, ne vous étonnez pas de vous dire mince, le jeu il pourrait tourner plus vite, je comprends pas pourquoi il peut pas. Non, c'est le jeu lui-même qui est limité. Vous, la notion la plus importante pour vous, c'est de vérifier que vous êtes aux alentours des 100% selon le type de jeu. Donc encore une fois, je le répète, ça dépend du coup des machines que vous voulez émuler. Ce sera beaucoup plus simple d'émuler des machines jusqu'à la PlayStation 1, on va dire, parce que là pour le coup vous pouvez émuler ça sur des tracteurs, y a pas de souci. Mais si vous commencez à rentrer dans l'émulation GameCube, Wii U et plus, là vous allez du coup avoir besoin de configuration un tout petit peu plus importante. Alors pas forcément énorme pour la Wii et la GameCube, ni la Wii U d'ailleurs, mais si vous commencez à rentrer sur de la PS3 ou de la Xbox 360, là pour le coup, oui, il faudra une machine puissante. Il y a un vieil adage à l'époque où on disait que pour émuler une console proprement, il fallait 10 fois sa puissance dans son PC. Alors c'est plus tout à fait vrai avec les émulateurs récents. Les émulateurs récents, c'est de la magie noire, c'est de la sorcellerie clairement sur certains émulateurs. Je sais vraiment pas comment ils arrivent à se débrouiller pour faire ça aussi bien, et en plus ça demande un talent incroyable en programmation. Mais toujours est-il que voilà, donc il vous faut quand même une machine qui est 2 à 3 fois plus puissante que la machine originelle pour faire tourner convenablement les jeux. Donc en résumé, la question à se poser, c'est dans quel réglage de qualité graphique je veux jouer à mes jeux, dans quelles conditions je veux pouvoir jouer à mes jeux. Est-ce que je veux jouer dans les meilleures conditions et du coup investir dans un énorme PC ? Est-ce que, bon, moi ça me va d'avoir du moyen élevé et du coup investir dans un PC un peu plus modeste ? Ou à ce moment-là, vous vous en foutez, vous préférez investir dans un PC qui les fera tourner, mais vous n'êtes pas du tout regardant, et du coup on pourra tabler sur du bas médium, voire du bas. Donc voilà, donc il y a quelques notions à prendre en compte avant de parler plus en profondeur de ce sujet-là. Donc la première notion, c'est la température. Un PC, vous n'êtes pas sans savoir que ça chauffe, il y a plusieurs moyens de le refroidir, et si un PC est par exemple trop proche d'un mur et que toute l'extraction d'air se fait par l'arrière, vous allez peut-être perdre en performance. Vous allez aussi perdre en longévité de pièces, parce que forcément, plus une pièce chauffe, moins elle va durer longtemps. Donc, la première question que vous avez sûrement dû vous poser, si vous êtes en recherche d'un PC gaming, c'est est-ce que je prends un bloc water cooling ? C'est pas forcément nécessaire, je vous explique pourquoi. Le water cooling, c'est joli, certes, maintenant ils mettent du RGB, voire des écrans dessus. Ça permet quand même aussi de faire un circuit fermé pour un composant. Donc par exemple, généralement, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle des AIO. Donc c'est des blocs water cooling fermés pour majoritairement des processeurs. Donc ça permet d'avoir le processeur qui ne partage pas son air avec les autres et d'avoir potentiellement un meilleur refroidissement sous certains cas de figure. Mais il y a un test qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, qui a catégorisé du coup la capacité de refroidissement des AIO et des ventilateurs radiateurs. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait dans une pièce contrôlée climatiquement parlant, donc en gros sous 23-24 degrés, je crois de mémoire, on va avoir des températures super proches tant que vous êtes dans des ventilateurs de qualité ou des AIO de qualité en fait. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Si vous préférez un truc un peu plus sobre, plus design entre guillemets, vous allez prendre un AIO. Si vous vous en foutez un peu et que vous voulez simplement du refroidissement qui fonctionne bien,
vous allez prendre un ventilateur radiateur, ce qu'on appelle ventirad. Donc voilà, il y a deux écoles, il y a ceux qui veulent des AIO et ceux qui s'en foutent et qui veulent des ventilateurs radiateurs. Perso, moi j'ai un ventilateur radiateur, ça me suffit amplement. Là où ça peut être intéressant le water cooling, c'est si vous vivez dans un endroit chaud. Donc je pense notamment à nos copains des îles, ou même en Nord-Afrique ou ce genre de choses là, donc les endroits où il fait super chaud, ou même tout simplement l'été dans le sud de la France ou autre. En plus avec la montée des températures depuis quelques années, c'est vrai que bon... Si, ça peut être intéressant dans le sens où, bah voilà, si par exemple vous avez du mal à maintenir votre processeur sous 80-85 degrés, bon, c'est des températures qui sont complètement acceptées par les processeurs, c'est pas le problème, mais si vous faites des sessions de jeu de 5-10 heures par jour, il y en a, et on les critique pas, les composants au bout d'un moment ils vont quand même prendre cher, donc voilà, donc pour vous les blocs water cooling ça peut vous servir à ça. Si votre PC il est mal ventilé, ça peut créer un phénomène qu'on va appeler le thermal throttling. Donc en gros c'est concrètement le fait que vos composants ont du mal à se refroidir et la vitesse de ces composants là va baisser pour réduire la température. C'est par exemple si vous avez le cas de figure, j'en ferai une vidéo pas forcément dédiée mais qui en parlera dans une autre série de vidéos que j'ai prévu de faire bientôt. En gros vous jouez à un jeu, ça fait déjà plus d'1 heure et d'un coup vos images par seconde baissent drastiquement d'un coup. Ça veut dire que concrètement vous avez un composant qui est en train de subir une chauffe intensive en fait et qui du coup n'arrive pas à garder sa vitesse de fonctionnement. Donc par sécurité il va préférer se brider pour éviter de casser tout votre PC et vous allez perdre parfois 2-3 fois les performances de votre PC et vous allez même parfois subir même des redémarrages de PC aussi ou même des écrans bleus, ça peut arriver. Donc voilà, donc si le refroidissement il est mal géré, même si vous avez une machine de guerre, ça fera pas le taf. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous afficher là en même temps que je vous parle, un schéma de comment on fait un airflow dans un boîtier. Il y a plusieurs manières de le faire. Je vais vous en afficher plusieurs. Il y a des gens qui préfèrent extraire l'air par le haut ou aspirer l'air par le haut, ressortir par l'arrière. Certaines personnes préfèrent extraire l'air par l'avant. En fait, le tout c'est d'avoir un schéma d'air cohérent dans sa tour. C'est simplement ça qui est important. Il n'y a pas forcément de meilleure technique ou autre. Il faut regarder par rapport à là où est positionné votre PC, le flux d'air que vous avez à tels endroits de votre PC et réfléchir. Donc il y a plusieurs écoles, vous verrez ça du coup dans les schémas que je vous mets là en même temps, donc prenez ça en compte. Autre phénomène aussi à prendre en compte, surtout dans le choix des composants que vous allez prendre, c'est ce qu'on appelle le bottleneck, donc en français goulot d'étranglement. Pour le gaming, ça peut se présenter de deux manières différentes, donc vous avez un bottleneck GPU, donc carte graphique, ou un bottleneck CPU, donc processeur. Le bottleneck CPU, c'est quand, par exemple, vous avez une carte graphique vous venez de changer votre carte graphique, vous avez pris une des dernières en date, vous êtes content, mais votre processeur, il a déjà 4 ans. Ce qui va se produire, c'est que dans les jeux AAA ou des jeux compétitifs, par exemple, surtout dans les jeux compétitifs d'ailleurs, vous allez vous retrouver avec des performances qui ne seront pas forcément dignes de la carte graphique que vous avez achetée. Vous allez vous dire, mince, j'ai changé ma carte graphique et pourtant j'ai vraiment peu de différence entre avant et maintenant en fait. C'est que vous subissez un bottleneck CPU, donc concrètement votre processeur est un poil trop vieux pour gérer la puissance de votre carte graphique, et votre carte graphique du coup va se tourner les pouces, elle va se dire bon ben je pourrais bosser plus, mais comme on me fournit pas suffisamment vite les informations, ben je vais rien faire. Et à l'inverse, vous avez aussi les bottleneck GPU, donc vous avez un processeur haut de gamme dernier cri que vous venez de changer, et une carte graphique qui a 3-4 ans, bah pareil, vous allez avoir des limitations dans les jeux où en gros votre processeur va vouloir bosser, mais la carte graphique sera trop lente à tout traiter, et du coup elle va être utilisée à 100%, mais elle va mal tourner. Il y a aussi une autre notion à prendre, c'est la notion de résolution dans les jeux. Il faut savoir que plus une résolution est basse, plus le jeu tournera sur le processeur. C'est notamment plus le cas pour les jeux compétitifs. Par exemple Counter-Strike, plus votre résolution, comme les joueurs pros ont souvent tendance à jouer en 4 tiers avec une résolution un peu faible, ça va beaucoup plus tourner sur le processeur que sur la carte graphique. Et vice versa, plus vous allez monter en résolution, donc dépasser le 1080p, plus vous allez tourner théoriquement sur la carte graphique. Donc il y a aussi ça à prendre en compte dans le type de jeu auquel vous jouez. Donc on va en parler après sur quoi privilégier pour les types de jeux quand je rentrerai un tout petit peu plus en détail là-dedans. Ensuite, comme d'habitude, il y a la partie RGB, parce que je sais que pour certains c'est très important d'avoir des PC vitrines, des PC beaux à regarder, parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est devenu des objets de décoration, hein. C'est toujours agréable d'avoir un beau PC à la maison, mais il faut savoir que ça rajoute aussi un coût dans les pièces, hein. Forcément vous avez une carte graphique qui fait de la lumière, une carte mère qui fait de la lumière, ou un boîtier qui fait de la lumière, forcément vous allez le payer en plus. C'est d'ailleurs tout l'aspect marketing autour des composants gaming, hein. Si vous tapez
RAM gaming, vous allez avoir des RAM RGB. Si vous tapez carte graphique gaming, vous allez avoir des énormes cartes graphiques avec du RGB. Donc si vous tapez ventilateur gaming, c'est pareil. Donc concrètement, voilà, donc ceux qui veulent du RGB savent à quoi s'attendre, savent qu'il y aura un surcoût et faudra forcément le prendre en compte. Et par contre, d'avoir du RGB, ça rend pas forcément les composants plus performants. Donc concrètement, pour les AAA, on va commencer à parler du coup des catégories encore une fois. Pour les AAA, on va privilégier surtout une carte graphique parce que vous allez jouer dans des résolutions élevées avec des paramètres graphiques souvent au maximum ou proche du maximum. Le processeur reste important, bien sûr si vous tournez avec un processeur qui a 10 ans, ça marchera pas. J'en parlerai brièvement juste après. Mais concrètement, voilà, donc essayez de privilégier surtout l'aspect graphique. Le processeur, vous n'êtes pas obligé de prendre un processeur axé gaming, on va dire. Donc, mais simplement avoir un truc relativement cohérent. Si vous mettez une carte graphique haut de gamme, par pitié, mettez un processeur haut de gamme, au moins. Je veux dire, si vous avez le budget pour mettre une carte graphique à plus de 1000 €, mettez au moins un processeur à 500-600 € quand même. Donc ça, c'est pour les AAA. Pour les jeux compétitifs, privilégiez surtout le processeur. Donc, tout ce qui va être processeur dédié au gaming, je vais voir ça après quand je vous expliquerai relativement les pièces, quand je vous afficherai du coup les listes de pièces. Privilégiez surtout un processeur orienté gaming, parce que ce que vous allez chercher, c'est de la performance brute, c'est un nombre d'images élevé et potentiellement une résolution assez faible. La carte graphique reste importante, parce que bien sûr, si la carte graphique a 10 ans, laissez tomber, mais essayez de privilégier du coup une carte graphique milieu de gamme, haut de gamme, on va dire, c'est largement suffisant tant que votre processeur il est bien. Pour les jeux indés, là c'est relativement libre, tout dépend du jeu indé. Donc on peut tourner avec des cartes graphiques milieu de gamme, voire bas de gamme, et des processeurs d'entrée de gamme, voire milieu de gamme. Bon, après vous faites ce que vous voulez, mais ça dépend encore une fois du type de jeu indé auquel vous jouez. Si vous jouez qu'à des jeux type 2D, ça sert peut-être à rien d'investir dans une config énorme. Clairement, un simple petit PC pourra suffire. D'ailleurs, j'avais présenté quelques PC qui pourraient être intéressants dans la vidéo qui s'appelait 15 PC que vous connaissez, enfin 15 PC que vous allez vouloir acheter. Dedans, il y a des machines qui peuvent très bien jouer à des jeux indépendants avec des configurations et des prix super faibles. Je veux dire, on va retrouver des prix dans les 300-400 € pour certaines machines. Donc, c'est suffisant pour du jeu indé. Pour le rétro gaming, c'est relativement similaire. Vous allez vous retrouver du coup avec des machines qui peuvent être modestes. Ça peut même tourner pour ceux qui connaissent sur des Raspberry Pi 4. Donc des toutes petites cartes qui font PC sur Linux. Mais bon, si vous voulez jouer à des jeux beaucoup plus gourmands, il faudra plus s'orienter vers un PC milieu de gamme, voire haut de gamme. Donc voilà, ça dépend vraiment de vos usages, j'espère que ça vous a un peu aidé dans le choix. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner qu'à une seule catégorie, vous pouvez très bien jouer sur les 3 catégories. Moi-même, je fais un peu de AAA de temps en temps, du jeu indé souvent, du compétitif souvent et du rétro gaming de temps en temps aussi. Je veux dire, c'est libre à vous, donc il faut dimensionner selon ce que vous comptez faire par rapport à vos jeux. C'est pareil, il faut aussi prendre en compte que si vous faites du jeu compétitif, vous allez souvent jouer avec par exemple, soit, je sais pas, un Discord d'allumé ou par exemple un record OBS pour ceux qui veulent streamer ou enregistrer leur partie pour YouTube. Donc, je veux dire, voilà, il y a aussi ces choses-là à prendre en compte. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, moi, ma config actuelle qui va évoluer, je pense, bientôt, c'est un Ryzen 5 3600 qui est overclocké. J'ai 16 Go de RAM en DDR4, je me rappelle plus des specs de la RAM, mais c'est des RAM Corsair Vengeance Pro, je crois, de mémoire. En RGB parce que bon, c'était la meilleure promo à ce moment-là. J'ai une RTX 3060 Ti qui est full stock, je l'ai pas overclocké et c'est une Founders Edition qui vient d'NVIDIA. J'ai une carte mère Asus B450F2 Gaming, donc avec pareil il y a du RGB dessus, mais c'est pareil, c'était un bon deal que j'avais eu sur Amazon à ce moment-là. Après j'ai 2 SSD, j'ai un SSD vraiment orienté vitesse pour tout ce qui est OS et 1 ou 2 jeux dessus. Un SSD NVMe un tout petit peu plus lent qui est plus orienté stockage et YouTube par exemple comme je suis en train de faire là. Et après j'ai d'autres SSD dans mon PC, j'en ai 4 autres qui me servent à faire soit du stockage, soit installer mes autres jeux, ce genre de choses là. Et en refroidissement j'ai des choses simples, j'ai 2 ventilateurs en façade, un ventirad pour le processeur de marque Cooler Master et un ventilateur à l'arrière. Donc j'ai pas quelque chose d'extravagant, il y a un petit peu d'RGB mais concrètement je m'en fous un peu du RGB. Et en boîtier, pour vous donner une idée, j'ai un Fantex P400S. Donc le but c'est qu'il soit silencieux en fait. Donc à l'heure actuelle, cette config que j'ai là, si je devais à peu près la tarifer, je pense que mon processeur d'occasion il est trouvable dans les 100 € même pas. La 3060 Ti, j'imagine qu'on peut la trouver dans les 300 €, peut-être un peu moins, ça dépend. Avec les SSD et la LIM et la carte mère, je pense qu'on est sur une config qui coûte 600 € maintenant. Et ça fait tourner
la majorité des jeux tranquillement, hein. Je veux dire, je peux jouer à n'importe quoi. Alors certes, pas les gros jeux dans leur réglage au maximum, hein, mais en tout cas de manière très confortable. La seule chose que je changerais peut-être dans un premier temps, c'est le processeur, parce que comme je vous l'ai dit, je joue surtout à des jeux compétitifs, et malheureusement sur Counter-Strike, pour ne citer que lui, je sens que mon processeur il galère un petit peu. Donc comme j'y joue en résolution basse et en 4 tiers, comme ça se fait souvent d'ailleurs sur ce jeu-là, je ressens un léger bottleneck justement sur mon processeur. Donc au moins juste faire évoluer ça par soit je change de carte mère et de processeur pour prendre un 7800X 3D, soit j'achète uniquement un 5800X 3D et je me dis bon ça va tenir 2-3 ans et plus tard je changerai. Donc premier élément du PC, forcément la carte mère. Donc la carte mère, ça sert à rien de prendre du haut de gamme si vous voulez jouer, hein. Je veux dire du milieu de gamme ça suffit largement. On va dire que le haut de gamme c'est surtout si vous voulez des prestations particulières. J'entends par là que si vous faites par exemple du jeu compétitif, c'est peut-être intéressant d'avoir une carte mère haut de gamme parce que sur celle-ci vous allez avoir du coup une carte réseau qui sera plus performante. Donc soit de l'Ethernet plus rapide, donc en 2,5 gigabits ou en 10 gigabits, soit une carte Wi-Fi intégrée qui sera plus puissante aussi. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment avoir un bon internet chez soi parce que je fais un léger parallèle sur les réseaux locaux en 10 gigabits et j'ai un super commentaire en dessous de la vidéo de quelqu'un qui m'explique son aventure avec le 10 gigabits chez lui, et comme quoi c'est pas forcément super optimum, mais en tout cas je sais que de plus en plus de box comme la Freebox Pop par exemple prend en charge le 2,5 gigabits en Ethernet. Donc ça c'est l'avantage des cartes mères relativement haut de gamme, c'est que vous allez avoir des prestations sur des composants importants certes mais un peu annexes on va dire, qui vont être plus intéressants. Autre élément du coup c'est la RAM bien sûr. Donc la RAM, on va avoir de la RAM typée gaming avec du RGB et un habillage, en tout cas un heat shield, donc un dissipateur thermique dessus qui sera plutôt stylisé. Et après on aura aussi des RAM plus traditionnelles, noires, vertes, enfin peu importe. Donc il y a 3 trucs à regarder sur la RAM. Déjà il y a votre utilisation de la RAM. On est en 2023, donc s'il vous plaît, si vous faites un PC fixe, prenez au moins 16 Go de RAM, surtout si c'est pour jouer. La majorité des jeux maintenant fonctionnent mieux avec 16 que 8, hormis les jeux indépendants où là c'est discutable, mais même l'émulation, plus vous avez de RAM, mieux c'est. Donc prenez au moins 16 Go de RAM. L'élément à regarder numéro 1 du coup, c'est savoir si c'est de la DDR4 ou de la DDR5, hein. Je veux dire, quand vous montez un PC, faites bien attention à vérifier que ce que vous prenez est compatible ensemble. Donc regardez les spécifications techniques de votre processeur que vous avez choisi ou que vous avez déjà. Regardez la carte mère que vous avez déjà ou que vous avez choisi. Vous allez avoir écrit DDR4 ou DDR5 ou DDR4 et DDR5, parce qu'il y a des cartes mères et des processeurs qui gèrent les deux. Je pense notamment à Intel qui fait ça. Donc vérifiez bien quel type de RAM vous avez, et si vous avez l'opportunité, achetez de la DDR5. Enfin, clairement, comme ça au moins vous serez sur le dernier standard actuel de RAM, vous ne serez pas embêté, ce sera un peu plus pensé vers le futur. Donc il y a 3 éléments du coup, comme je l'ai dit, importants à prendre en compte. C'est donc le mode de fonctionnement de la RAM, donc il y a ce qu'on appelle le dual channel et le quad channel. Donc pour vous expliquer brièvement, sur une carte mère vous avez de 1 à 4 emplacements de RAM. Donc le plus proche du processeur c'est le slot 0 et le plus éloigné c'est le slot 3, parce que de 0 à 3 ça fait 4. Donc le dual channel concrètement c'est de mettre une barrette dans le slot 0 et non pas dans le slot 1 mais dans le slot 2. En fait si vous voulez les ports, les slots de RAM, les emplacements de RAM sont couplés par paire mais avec un emplacement d'écart entre les deux. Ce qui fait que si vous voulez optimiser les performances de votre PC, mettez une barrette, un espace, une barrette. Okay. D'ailleurs, mettez au minimum 2 barrettes, hein. Vous aurez bien plus de performance qu'une seule grosse barrette. Par exemple, vous dites je veux 64 Go de RAM, j'ai acheté une barrette de 64, vous allez avoir moitié moins de performance que si vous aviez 2 barrettes de 32. Donc, faites bien ça comme ça. Pour le quad channel, c'est plus simple, vous achetez 4 barrettes et vous remplissez les 4. Soit vous mettez 4 fois la même marque, ce que je recommande d'ailleurs vivement, soit vous prenez 2 marques différentes, mais vous vous assurez bien d'avoir la même marque, avec dans le slot 0 pour une marque et le slot 2, donc pour la même marque, et le slot 1 et slot 3 pour l'autre marque. Bon, essayez quand même de mettre 4 fois les mêmes, hein, c'est mieux. Donc voilà. L'autre élément à prendre en compte sur la RAM, c'est la fréquence. Donc, plus la fréquence est élevée, forcément plus la RAM fonctionne rapidement. Donc, plus elle chauffe aussi, accessoirement. Donc, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que de mémoire, on monte en DDR5 à plus de 8 GHz par barrette. C'est énorme. Mais encore une fois,
Est-ce que c'est réellement utile? Est-ce qu'on peut pas plutôt se contenter d'un peu moins? Eh ben si, et c'est ce qu'on va voir après avec ce que je vais vous dire. Donc prenez une RAM, surtout pour les processeurs AMD qui sont friands de fréquence de RAM, prenez une RAM quand même bien fréquencée, de qualité. En plus ça coûte plus si cher que ça la RAM, donc et privilégiez de la DDR5, hein. Comme je l'ai déjà dit, on est en 2023, on essaie de penser un peu à l'évolution, à l'évolutivité. Donc soit vous avez déjà un PC fixe à la maison que vous voulez update, à ce moment-là vous mettez ce que vous pouvez mettre dedans, donc DDR4, DDR5, ça dépend. Si vous pouvez mettre que de la DDR4, changez votre RAM et mettez une meilleure RAM en DDR4. Si vous changez complètement de config, ou si vous en achetez une parce que vous en avez pas, mettez de la DDR5. Donc voilà. Et donc l'autre élément important qui va de pair avec la fréquence, c'est ce qu'on appelle le CAS. Le CAS, c'est la latence de la RAM. Plus le CAS est élevé, plus la RAM a de la latence. Moins le CAS est élevé, moins la RAM a de la latence. Concrètement, la latence, c'est quoi? C'est la capacité de la RAM à recevoir une information, la traiter et la renvoyer. Donc c'est sur les envois et réceptions, en fait, des éléments à traiter où la RAM sera plus réactive ou moins réactive. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur les RAM les plus fréquencées, le CAS est plus élevé, donc la latence est plus élevée. Ça veut dire qu'elle est moins performante en termes de latence. Et ensuite, quand on descend un peu en fréquence, le CAS diminue, donc la latence diminue, ce qui est plus intéressant. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez pas forcément la RAM la plus cadencée, mais une RAM qui va se situer entre les deux, donc avec une bonne vitesse et un CAS pas trop élevé. Je sais que les CAS en DDR5 ils vont jusqu'à 40 au maximum, et au minimum ils vont jusqu'à 28. Donc essayez de vous situer entre, on va dire, entre 32 et 38 pour avoir une RAM relativement correcte. Alors c'est peu perceptible à l'usage en gaming, en tout cas la latence de la RAM, mais ça peut être un élément important si vous faites autre chose sur votre PC. Bien sûr, il y a la carte graphique. La carte graphique, j'en ferai tout un volet juste après par rapport à un classement des meilleures cartes graphiques actuelles. Sur la carte graphique, ce qu'on va privilégier, ça dépend encore une fois du type de jeu. Si c'est des AAA, on va privilégier ce qu'on appelle la VRAM. Et puis les fréquences concrètement. Mais en gros, la VRAM, c'est la RAM, la mémoire vidéo de la carte graphique. Plus vous avez de VRAM, plus elle est capable de stocker des textures, des modèles 3D, ce genre de choses-là. Donc, plus il y a de VRAM, plus vous allez être capable de jouer dans des qualités de réglage élevées. Je pense notamment au réglage des ombres qui consomment énormément de RAM. Les textures, ça en consomme aussi pas mal, surtout que maintenant les textures, maintenant on a presque des trucs photoréalistes parfois. Et du coup, vu la haute résolution de ces textures-là, il faut pouvoir les stocker quelque part. Et c'est pas dans la RAM que ça se stocke, c'est dans la VRAM. Donc c'est à peu près le seul élément avec bien sûr les fréquences, mais vous verrez que c'est assez simple de se repérer dans les cartes graphiques. Donc il n'y a pas trop d'éléments, je veux dire, c'est juste plus vous prenez le chiffre élevé et plus elle sera performante concrètement. Mais voilà, donc, et la VRAM, faut regarder aussi, donc on verra ça après. J'en ai pas parlé encore, mais le processeur, bien sûr, donc il y a des processeurs orientés gaming, il y a des processeurs qui sont orientés plus à peu près tout, et des processeurs orientés un peu plus bas de gamme. Là encore, encore une fois, ça va aller de pair avec le classement que je vais vous afficher un peu plus tard dans la vidéo, où vous allez pouvoir faire votre choix dans les meilleurs processeurs pour le gaming. Mais attention, ils sont aussi bons pour autre chose, pour le montage vidéo, le montage audio aussi, si vous faites de l'audio, enfin je veux dire, ils sont aussi bons pour ça aussi, donc vous verrez du coup par le classement que je vais vous afficher plus tard. Autre élément super important, c'est l'alimentation. On fait rien avec un PC si on n'a pas une bonne alimentation. Je veux dire, si vous prenez une alimentation pas chère et que malheureusement, comme elle est pas chère, elle crame et elle vous fait cramer le PC, vous allez pleurer du coup. Donc privilégiez, mettez le prix s'il vous plaît dans une bonne alimentation. Je l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo qui parlait de comment acheter un PC en 2023. J'ai ma marque de cœur, moi c'est Seasonic. C'est des alims qui sont vachement qualitatives, il y a de tous les prix, et concrètement vous pouvez pas vous tromper. C'est des alims qui m'ont jamais lâché, qui m'ont jamais posé souci. Là celle que j'ai, elle a je crois, elle a 5 ou 6 ans maintenant cette alim. C'est une, du coup, je sais plus exactement quel modèle c'est, donc c'est une Seasonic en 650 watts Gold Plus modulaire. Elle est super performante, j'ai jamais eu un souci avec. Donc Corsair c'est pas mal aussi. Voilà, c'est deux seules marques que je recommande. Il y en a d'autres, des marques clairement qui sont bonnes. C'est pareil, je vais essayer de vous trouver un petit récapitulatif des meilleures alimentations sur le marché actuellement que je vais vous afficher à l'écran. Mais concrètement, je sais qu'il y a des marques à éviter. J'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, donc comment choisir son PC en 2023. Il y a des marques à éviter clairement, parce qu'il y a eu des problèmes d'incendie et d'explosion avec certaines alims. Mais si vous prenez du Seasonic ou du Corsair, certaines Corsair, pas toutes, là il n'y a pas de souci. Qui dit PC gaming dit écran qui va avec, gaming ou non. Donc
Faut noter la recrudescence des écrans chinois, on va appeler ça comme ça, et faire attention aussi avec ces écrans-là, parce que souvent ils sont pas chers et ils offrent des performances, en tout cas sous le papier, qui ont l'air super intéressantes. Il y en a certains qui sont très bons, c'est pareil, je vais vous afficher en même temps que ça certains écrans chinois qui sont vraiment bons, mais il y en a d'autres qui peuvent poser problème. Il y en a qui, au bout de quelques jours, vont s'éteindre et ne plus jamais se rallumer parce qu'ils seront cassés. Il y a aussi un problème aussi avec un peu des enjolivements, on va dire, des spécifications techniques de ces écrans-là. Ils adorent mettre en avant, ouais, cet écran, il fait ça, 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 et au final, en réalité, il le fait pas vraiment exactement, ou c'est pas vraiment super précis. Donc faites gaffe avec les écrans pas chers qui vous offrent beaucoup. Si vous voulez être sûr de ce que vous achetez, restez plutôt sur des écrans de marque. Alors c'est pareil, il y a des écrans qui sont moins bons que d'autres, mais concrètement, si vous restez sur des écrans de marque, après c'est à vous de faire le bon choix. Donc brièvement, si vous voulez jouer qu'à des jeux AAA, vous allez viser un écran qui fait entre 60 Hz et 120, pas besoin de plus, une diagonale d'écran assez élevée et potentiellement, de préférence, une résolution jusqu'en 4K. Là au moins vous allez pouvoir jouer dans des conditions cinématographiques avec en plus du HDR, parce qu'ils adorent faire ça maintenant sur les écrans, les rendre compatibles avec du HDR et d'autres technologies comme le G-Sync et le FreeSync, j'en ai pas parlé mais rapidement c'est des technologies de synchronisation des cartes graphiques avec les écrans, ce qui fait que vous n'allez pas subir du coup de saccades si vous avez une chute d'image par seconde assez, par exemple une chute tout court, en fait souvent ce que ça fait c'est que ça va créer des décalages au niveau de l'image. Et à l'œil c'est pas beau, ça peut être gênant, et le FreeSync et le G-Sync ça permet de lisser ces décalages là en gros. C'est un mode adaptatif de la fréquence de votre écran. Donc c'est intéressant à avoir surtout pour les jeux AAA, parce que ça apporte un tout petit peu de latence sur l'image, donc c'est un peu moins intéressant pour ça. Donc voilà. Et dernier élément important pour les écrans des AAA, même si ça commence à s'étendre pour tous les jeux, mais vous allez vouloir avoir une qualité d'image exemplaire, donc vous allez essayer de viser des écrans en LED ou ce genre de choses là, donc avec des tons de couleurs et de noir super prononcés, ça va vraiment flatter la rétine. Donc et voilà, donc c'est tout pour les écrans pour les AAA. Après l'autre catégorie d'écran, parce que pour les jeux indés et le rétro gaming il n'y a pas vraiment de catégorie, c'est un peu comme vous voulez, mais pour les jeux compétitifs on va privilégier des écrans qui ont une fréquence de rafraîchissement très élevée. Donc en gros à partir de 144 Hz et au-delà en fait. Alors seul petit bémol pour les écrans au-delà des 240 Hz, en fait, je sais pas si c'est réellement très utile, dans le sens où la différence est assez peu perceptible, mais en tout cas, il faut savoir un truc, il y a souvent sur internet une croyance qui est diffusée, c'est que l'œil humain ne peut pas voir à plus de 24 images par seconde, un truc comme ça je crois de mémoire. C'est complètement faux. Certes, l'œil étant biologique a des capacités limitées d'acuité visuelle par rapport à certains animaux. Par exemple, je sais que les chats et les chiens voient un peu plus vite que nous, mais toujours est-il que le cerveau est quand même capable de comprendre que si l'image qu'il reçoit depuis un écran est au-delà du 60 images par seconde, ça va se ressentir. En fait, il faut bien comprendre que l'œil, quand vous regardez, ce qui va faire la vitesse de l'œil, c'est la lumière qu'il reçoit en fait. Donc c'est pas, donc l'œil voit pas à 24 images secondes, il voit pas à 60, il voit pas forcément à une fréquence particulière. Donc c'est plus par rapport à la lumière qu'il est capable de recevoir. Donc on est tous biologiquement un peu différents par rapport à ça. Mais toujours est-il que si vous jouez à des jeux compétitifs, prenez pas d'écran 60 Hz, c'est du gâchis en fait. Prenez des écrans au moins 120 minimum, 144 et plus jusqu'à 240. 320 je sais pas si c'est très utile, ou 360 je sais plus d'ailleurs. Je sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, faites le test. Si vous avez des amis ou l'opportunité de voir dans un magasin la différence d'affichage entre un 60 Hz et ne serait-ce qu'un 75 Hz, vous allez être choqué. C'est d'une fluidité sans comparaison possible en fait. Et je vous raconte même pas de la différence, le choc que ça fait de passer de 60 à 144. C'est ce qui m'est arrivé moi quand j'ai acheté mon premier écran typé gaming, donc c'est un BenQ. Maintenant BenQ ça n'existe plus, c'est... je sais plus ce que c'est maintenant la marque, mais Zowie, c'est ça. En fait... Je suis passé d'un écran à 60 Hz à un écran 144 et j'étais perdu, j'ai eu du mal à me réadapter au début et depuis je peux plus revenir en arrière. Un écran 60 Hz va me faire mal à la tête. Et aussi essayer de chercher des écrans qui sont anti-lumière bleue, parce que les jeux compétitifs c'est quand même des jeux sur lesquels vous allez jouer proche de votre écran, et donc pour les rétines la lumière bleue c'est pas top, on le sait tous. En ce qui concerne du coup les autres accessoires, on va retrouver forcément clavier souris, hein. Donc pour parler des claviers,
généralement, ce qu'on préfère entre guillemets pour jouer, c'est les claviers mécaniques. Bon, il y en a certains qui aiment, certains qui aiment pas. Il y en a certains qui préfèrent la douceur, on va dire, des claviers à membrane, ou le fait que ça fasse pas trop de bruit. Alors sachez qu'il y a des claviers mécaniques qui sont, entre guillemets, pas forcément très bruyants, enfin c'est le cas du mien. Le problème c'est que très vite c'est cher, hein. Un clavier mécanique orienté gaming, on va être dans les 100-150 euros, donc, voire plus, hein, clairement. Et pour les souris c'est pareil, hein. Les souris gaming, on va avoir des souris entre 70 et je sais pas combien, enfin peut-être 150 euros pour des souris de haute qualité. Il n'y a pas forcément besoin de ces trucs-là. Je veux dire, il y a une marque française, alors je crois que les pièces sont chinoises, enfin les claviers et les souris sont fabriqués en Chine, mais la conception entre guillemets est faite en France, c'est la marque J-Lab, et j'en ai entendu que du bien ces derniers temps. Ils font vraiment des équipements de qualité pour pas cher, donc si vous cherchez ne serait-ce qu'un petit truc gaming avec un peu d'RGB, puis pas trop moche, et puis relativement de bonne qualité, J-Lab, je crois que c'est pas mal, ouais. Donc, mais sinon, oui, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une souris gaming ou un clavier gaming pour jouer. Je veux dire, bien sûr, une souris gaming, par exemple, va avoir un capteur un peu plus puissant dans le sens où elle va être capable de mieux de plus précisément vous situer sur votre tapis de souris ou sur votre surface en tout cas avec la souris. Mais concrètement, enfin, je veux dire, sauf si vous jouez dans des sensibilités super élevées, ça fera pas forcément de grosses différences. Après, c'est surtout une question d'ergonomie et de fonction. Je veux dire, avoir une molette débrayable, avoir des boutons en plus pour faire des macros, des boutons pour régler la vitesse de sa souris à la volée, et parfois même des petits renforts pour poser son poignet, enfin, pour poser sa main, entre guillemets. C'est juste ça qui va faire la différence. Donc voilà. Pour les claviers, c'est un peu pareil, hein. Plus le clavier est cher, plus il a des fonctionnalités qui sont pas forcément super utiles, hein. Les touches de fonction type lecture, pause, machin pour les vidéos, le RGB ça aussi, il y en a même certains, dont le mien qui a un port USB à l'arrière pour brancher quelque chose, donc bref. Après voilà, ça dépend de votre budget, prenez pas des trucs nazes sur Amazon à 20 balles le clavier, 20 balles la souris, franchement ça vaut pas le coup. En plus sur des claviers pas chers il peut y avoir un phénomène qui s'appelle le ghosting. En gros c'est vous allez appuyer sur, admettons dans un jeu assez rapide type FPS, vous allez appuyer sur plusieurs touches en même temps pour vous déplacer, et en fait le clavier va pas comprendre et il va pas prendre en compte votre déplacement. Donc c'est pareil, la souris, si vous prenez une souris vraiment pas chère, vous allez avoir des problèmes en fait. Elle sera pas précise sur les jeux où il faut être précis, enfin ça va être un peu une galère. Donc voilà. Ensuite, forcément en termes d'accessoires, on a aussi le casque, hein, faut pas l'oublier. Donc là encore une fois c'est pareil, hein, les casques mentionnés gaming, mis à part avoir du RGB et avoir un petit côté bling bling, c'est pas forcément ça qu'on cherche, on cherche surtout une précision de son en fait. Donc personnellement j'ai pas de casque gaming, j'utilise des casques pour faire de la musique, parce que je fais de la musique sur mon PC aussi. Donc j'utilise ce genre de casque là et c'est très très bien, hein. Je veux dire ça suffit amplement, alors c'est pas donné non plus, ça dépend, mais mon casque c'est un BR Dynamic DT880 Pro, le son est nickel dedans, je veux dire j'ai jamais eu de soucis pour jouer, j'ai jamais eu de problème de son étouffé ou quoi que ce soit. Donc malheureusement ça demande un équipement supplémentaire, ça demande une carte son en plus externe. Donc c'est à vous de voir, essayez de trouver, je vous mettrai peut-être un comparatif des meilleurs casques gaming, puisque là c'est le sujet, et peut-être aussi juste après là, en même temps que je vous parle du coup, un classement entre guillemets des meilleurs casques abordables, hein, parce que des casques c'est pareil, il y en a à plus de 1000 euros aussi, donc voilà, c'est pas forcément super utile. Donc voilà, ensuite on va retrouver le tapis de souris, mine de rien c'est super important. Donc essayez de privilégier un tapis de souris épais et doux. Après il y en a certains qui préfèrent les surfaces dures et d'autres qui préfèrent les surfaces en tissu. Moi je préfère les tissus, même si ça se salit plus vite et c'est un peu une tannée à nettoyer. Mais toujours est-il que voilà, il y a ces deux modes de vie là. Il y en a certains qui vont vouloir un tapis de souris qui fait de la lumière, qui fait du RGB, ça existe, hein. C'est encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez une souris sans fil, certains tapis de souris font de la recharge par induction. Donc ça peut être le truc intéressant, du coup il n'y a jamais besoin de recharger sa souris, elle fonctionne non-stop, enfin je veux dire c'est très bien. Mais voilà, du RGB dans un tapis de souris, c'est comme vous voulez, mais c'est pas nécessaire non plus. Ensuite on va retrouver en accessoire tout ce qui va être micro, webcam. Alors ça c'est surtout si vous faites du streaming, quoique le micro ça peut être utile si vous devez communiquer en ligne avec vos alliés par exemple. Privilégiez quand même un micro de plutôt bonne qualité. Alors vous en avez des pas chers, je crois que de mémoire il y en a un qui s'appelle le Bird UM1 je crois, qui a un micro qui est pas très très cher sur Amazon et qui a une qualité de son relativement correcte.
Moi personnellement j'ai un Blue Yeti mais un très vieux, ça me suffit pour ce que je fais. Alors il a des défauts, il a même des gros défauts ce micro, donc si un jour je peux le changer, je le changerai, c'est clair. Surtout si ma chaîne YouTube elle prend un peu plus, mais là pour l'instant il me convient amplement. Mais voilà, je veux dire, pas besoin d'investir dans un gros micro. Il y a certains micro-casques qui sont pas mauvais. Je pense notamment, alors je sais pas si c'est encore d'actu, mais les casques de l'époque de la marque HyperX qui étaient vraiment pas mal en termes de micro. Mais concrètement, oui, si vous pouvez privilégier un micro sur pied, faites-le. C'est quand même plus efficace qu'un micro, un simple petit micro devant la bouche. En plus c'est plus confortable, donc après ça c'est comme vous voulez, c'est votre choix. Donc pareil, je vous mettrai une liste de casques comme je l'avais dit, gaming avec un micro qui sont plutôt bons. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a aussi pour la webcam, j'en ai parlé juste avant, oui. Alors c'est surtout si vous faites du streaming, alors ce sera webcam ou caméra vidéo branchée sur le PC via une carte d'acquisition type Elgato. C'est pas nécessaire la webcam si vous faites vraiment que du pur gaming, on s'en fout de la webcam, donc c'est pas important. Voilà, donc et ensuite on va voir tout ce qui pourrait être annexe, donc carte son. Ça c'est si vraiment vous faites d'autres usages. Moi par exemple je l'ai dit, je fais de la musique, donc j'ai une carte son externe qui me permet de brancher des enceintes faites pour faire de la musique, des instruments de musique et mon casque. Donc bon, c'est pas très utile, les cartes son intégrées au PC font largement le boulot. Petite précision simplement sur les cartes son, quand vous achetez un casque, vérifiez bien l'impédance du casque. En fait, les cartes son intégrées aux cartes mères et même certaines petites cartes son, comme vous voyez souvent, vous savez, les petites cartes son rouges que vous voyez chez les youtubeurs, en gros, la puissance délivrée par ces cartes son là peut être insuffisante pour certains casques. Donc, visez plutôt une impédance de 30 ohms environ pour avoir un casque qui va sonner relativement fort avec assez peu d'électricité nécessaire. Alors, le problème d'avoir une impédance faible, c'est que ça pourrait induire des distorsions du son. Vous pouvez monter jusqu'à 80 ohms, c'est ok. Par contre, au-delà de 80 ohms, vous allez vraiment avoir un son super faible sur une carte son traditionnelle. Donc faites gaffe à l'impédance. Bon, pour tout ce qui est casque gaming vendu vraiment pour jouer, vous aurez pas de souci d'impédance. Souvent, ils sont alimentés en USB et plus après il y a les jacks à l'arrière. Enfin bref, ou alors ils ont une carte son intégrée qui fonctionne pour l'impédance du casque. Mais si vous prenez un casque un peu plus orienté, on va dire musique par exemple, faites super gaffe à l'impédance. Donc voilà, en termes d'accessoires, on a fait le tour. Alors je mentionne pas les Stream Deck et compagnie, ça c'est vraiment spécifique au streaming, ça peut vous intéresser, vous connaissez sûrement, mais je vais pas les mentionner, enfin je les mentionne là, mais je vais pas en parler plus que ça. Et donc maintenant on va passer du coup aux composants eux-mêmes, donc, comme je vous l'ai dit. Donc on va commencer par un comparatif des meilleurs processeurs pour jouer. Donc en tête de liste, donc, pour un test qui a été fait aujourd'hui, qui a été mis à jour aujourd'hui sur Passmark. Le meilleur processeur actuel pour jouer, c'est un Ryzen 9 7900X 3D. En deuxième position, on va avoir un AMD Ryzen 7 7800X 3D. Et la différence de prix entre les deux est assez conséquente. Et la différence de performance l'est pas du tout par contre. En troisième position, on va avoir un i9 13900KS. En quatrième position, un Ryzen 9 7950X 3D. Et ensuite, en quatrième et cinquième position, on va avoir deux Core i9 14900K et KF. En dessous de ça, on va retrouver tout ce qui est Core i7, Ryzen 5 5600X 3D, bref, des processeurs plus petits. Mais nous, ce qui nous intéresse là, pour le coup, actuellement, c'est le haut de gamme, donc les meilleurs de la liste. Alors bien sûr, à l'écran, là, vous voyez toute la liste, donc j'ai pas besoin forcément de m'étaler plus que ça. Donc, si vous voulez vraiment un excellent processeur pour jouer, que vous voulez mettre un peu d'argent dans votre PC, partez sur un 7800X 3D. À mon sens, c'est la best value for money, donc vraiment le meilleur processeur que vous pouvez acheter en fait pour jouer, en sachant que le 7900X 3D, il va être aussi bon pour d'autres choses, mais comme je vous l'ai dit, il est quand même beaucoup plus cher que son homologue, donc c'est à vous de voir, les deux sont possibles, et moi je recommande clairement le 7800X 3D. En termes de carte graphique, alors bon, je pense que pour ceux qui suivent un peu, vous vous en doutiez, la carte graphique la plus puissante actuelle du marché, c'est la 4090, qui surclasse toutes les autres, pour un prix par contre qui pique aux fesses. Ensuite, on a la 4080, 4070 Ti, et ensuite on a la Radeon RX 7900X TX. Donc, vous voyez que n'empêche que dans les 4 premières du classement, il y a quand même une carte AMD qui est présente. La 7900X TX, c'est un monstre de puissance aussi, qui coûte presque 1000 € de moins d'ailleurs que son homologue 4090, donc une option intéressante pour ceux qui veulent un PC gaming vraiment bien, mais un peu moins cher quand même. Alors 1000 € ça reste quand même un budget, donc on est bien d'accord. Donc voilà, et ensuite en dessous vous allez retrouver d'anciennes générations, donc des 3090 Ti, et puis ainsi de suite.
Donc là pareil, vous voyez sur l'écran du coup le tableau qui vous indique un peu plus du coup ce que vous pouvez acheter et à quel prix. Alors le prix est en dollars, je suis désolé, mais bon, c'est relativement, si vous rajoutez les taxes, à 200 € près les mêmes prix. Petite info supplémentaire par rapport aux cartes graphiques, vous avez sûrement vu que pour un modèle, par exemple on va prendre la 4090, il y a plusieurs versions possibles. En fait, c'est des vendeurs, des distributeurs qui récupèrent les puces chez Nvidia et qui vont ensuite les modifier un peu à leur sauce. Donc souvent c'est avec un peu d'overclocking par rapport à la carte d'origine. Et surtout ce qui va changer, c'est le système de ventilation. En fait, c'est ce qui se voit le plus d'ailleurs sur la carte. Par exemple pour les 4090, bon, on retrouve majoritairement des systèmes de ventilation en 3 voies, donc 3 ventilateurs. Mais parfois vous pouvez avoir des modes avec 2 ventilateurs ou un mode avec de l'overclock ou du water cooling. Voilà, donc après c'est à vous de vous renseigner par rapport au modèle de carte. Dans le listing par exemple vous voulez une 4090, vous voulez savoir laquelle est la plus efficace en refroidissement, ou celle qui consomme le moins, ou celle qui s'overclock le plus par rapport aux autres. À ce moment-là, il faudra mener vos propres recherches. Alors, de toute manière, il y a des écarts de prix. Alors attention, en informatique, c'est pas parce que vous payez plus cher un composant qu'il est meilleur. Tout dépend encore une fois de ce que vous lui faites faire. Par exemple, si vous achetez un processeur de workstation, donc par exemple un AMD Threadripper ou un Epic carrément, un serveur de processeur, il sera pas aussi bon pour jouer, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc à ce moment-là, faites quand même gaffe à ce que vous achetez. Par exemple, là, je vois devant les yeux, là, j'ai une RTX 4090 en water cooling à 3670,99 €. C'est hors de prix, bien sûr, on est d'accord. Et en dessous, j'en ai une à 2059 €. Bah, c'est pas dit que celle qui est en water cooling, elle est forcément vraiment meilleure que celle qui est en refroidissement par air. Il y aura peut-être une légère différence, peut-être qu'elle sera capable de mieux maintenir les températures, mais concrètement, vous n'allez pas avoir 50% de différence de performance entre les deux. Donc, ça dépend vraiment, encore une fois, du coup, de votre budget, de l'extravagance dont vous voulez faire preuve pour votre PC. Mais voilà, sachez que c'est pas parce que vous mettez vraiment, allez, admettons 1000 € de plus dans un PC qui sera fondamentalement meilleur. En fait, c'est comme tout. Plus vous êtes dans du haut de gamme, plus l'écart de prix entre deux composants haut de gamme va être important, mais le gain par rapport à l'écart de prix sera faible. Donc autre élément important aussi, c'est l'alimentation, hein. Vous faites un PC gaming, donc il faut que l'alimentation soit en conséquence. Ne prenez pas du premier prix, ne prenez pas du no-name. C'est hors de question, vous allez vous retrouver avec un PC qui va cramer très vite. Là, dans la liste des meilleures alimentations que j'ai pour du gaming, j'ai là dans la liste, vous la voyez en même temps que moi, j'ai une MSI, j'ai une Cooler Master, encore une MSI, une Thermaltake et une Seasonic. Alors, ce qu'il faut regarder pour les alim, je l'ai déjà dit dans ma vidéo comment choisir un PC, c'est déjà le wattage de l'alimentation, donc 500 watts, 600 watts, 650, jusqu'à 1000, voire plus de 1000. Ça, c'est à prendre. Plus votre PC sera haut de gamme, plus il faudra une alimentation conséquente. Je veux dire, si vous êtes sur une 4090 avec un Core i9, il faudra largement plus de 1000 watts d'alimentation. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la catégorie, donc j'en avais déjà aussi parlé, donc bronze, silver, platinum et compagnie. En gros, c'est la certification de votre alimentation. Est-ce qu'elle est capable d'endurer plus? En fait, plus la certification elle est haute, donc 80+, et ensuite le matériau là, donc bronze, machin, plus cette certification est élevée, et plus l'alimentation sera capable de gérer et d'endurer un wattage supérieur au wattage qu'elle est censée fournir. C'est en fait un gage de fiabilité. Donc lésinez pas sur l'alimentation, c'est pas si cher que ça, hein, clairement. Là vous voyez les prix, bon encore une fois c'est en dollars, mais en soi en euros c'est pas tant différent que ça. Et même tout court, hein, pour la sauvegarde de la vie de votre PC, mettez le prix dedans. En plus vous pouvez les garder franchement une dizaine d'années facile, les alimentations en fait, donc ça c'est cool. Et plus vous prenez une alimentation qui a un wattage fort, ça veut pas forcément dire que votre PC va consommer 1000 watts tout le temps, hein, et ça va fluctuer, il va peut-être consommer 1000 watts quand vous allez jouer sur un gros jeu à fond, et encore c'est peut-être pas le cas, mais globalement si vous faites rien, votre PC va consommer 100 watts quoi. Donc n'hésitez pas à prendre plus de wattage que le besoin, déjà parce que comme ça vous serez sûr que ça fonctionne,
De 2, l'écart de prix est pas énorme, et prenez vraiment du titanium ou du gold, gold minimum, je pense que c'est bien. Prenez gold minimum, et puis surtout une marque reconnue, quoi. Donc, et le troisième option qui est plutôt cool, c'est que généralement sur les alimes un peu haut de gamme, c'est qu'elles sont dites modulaires. C'est quoi modulaire? En fait, c'est que vous choisissez exactement quel câble vous allez brancher à l'arrière de l'alimentation et ensuite sur votre PC. Ça évite d'avoir un bazar de fils qui traîne dans le PC. Du coup, ça rend le PC plus joli si vous voulez faire une config jolie. Et ça vous évite vraiment d'avoir 50 câbles qui traînent dans le PC à plus savoir qu'en faire. Donc une alim modulaire, c'est vraiment cool pour ça. Pour les cartes mères, du coup, on va se retrouver avec un panel de cartes mères possibles. Donc je vais vous faire une petite liste aussi, pareil, que je vous afficherai. Il y a tous les prix. La carte mère, ça reste important, mais vous n'êtes pas non plus obligé de mettre des 1000 et des 100. Prenez une marque de qualité. Après, vous l'optionnez comme vous en avez envie. Donc, est-ce que vous avez besoin d'USB-C? Est-ce que vous voulez une ancienne génération de processeurs? Est-ce que vous voulez les toutes dernières générations? Est-ce que vous voulez les... Bref, en gros, c'est à peu près ça à regarder. Concrètement, il n'y a pas de... La seule différence que vous allez retrouver, c'est au niveau du chipset. Donc, en gros, une espèce de petit contrôleur sur la carte mère. Donc, il y en a des plus haut de gamme que d'autres. Mais dans le fond, si vous prenez une carte mère correcte, c'est pas ça qui va vous faire gagner non plus énormément de performance. C'est surtout très bien si vous overclockez, donc à ce moment-là vous prenez du haut de gamme si vous overclockez. Si vous décidez pas forcément d'overclocker, vous pouvez rester sur une carte mère de milieu de gamme, ça va complètement. Après, comme je l'ai dit, le reste c'est de l'optionnable, hein. Le nombre de ports SATA ou NVMe pour les SSD, le nombre de ports PCI, donc pour la carte graphique et les éléments d'à côté, le socket du processeur, donc AM5 ou AM4 ou 11 dans 1270, je sais plus, pour Intel, ou 1700 pardon, ou 1200. Donc en gros c'est ça, et après il y a aussi tout ce qui est le son, la carte réseau, est-ce que vous voulez une carte réseau plus performante qu'une autre, enfin est-ce que vous voulez une carte Wi-Fi dessus, et après le format de la carte mère, donc comme je l'avais dit, et là je vais l'afficher, il y a plusieurs formats possibles pour des différents boîtiers de PC. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez juste, encore une fois, ne vous trompez pas. Si vous prenez un Ryzen, que ce soit 3, 5 ou 7, après la génération 5000, donc quand on passe sur la génération 7000, on passe sur la plateforme AM5. Okay, donc vous trompez pas pour les Ryzen. Donc tout ce qui sera carte mère milieu de gamme en B450 ou en B550, ça ne marchera pas. Si chez Intel par exemple, je sais qu'il y a une dualité, on peut avoir un socket 1200 et 1700, je crois que c'est relativement compatible donc sur certaines cartes mères, donc à vérifiez ça de votre côté. Donc ils sont un petit peu plus ouverts, on va dire, au rétropédalage. Donc bon, mais toujours est-il, vérifiez bien la compatibilité de vos composants, c'est une nécessité, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un PC non fonctionnel. Donc voilà. On va faire juste un dernier volet avant de se quitter sur les autres solutions qu'on peut utiliser pour jouer. Alors comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, soit est-ce que mon PC est bon à mettre à la poubelle, soit comment acheter un PC en 2023, soit les 15 PC que vous allez vouloir acheter, il y a des options annexes, hein. Il y a les PC consoles, donc comme la Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion Go et plein d'autres, parce que maintenant il commence à y en avoir plein sur le marché. Si vous voulez faire du gaming un peu casual dans un format un peu particulier, je pense que ce genre de machine peut s'adresser complètement à vous en fait. C'est des machines assez performantes qui coûtent ce qu'elles coûtent, hein. Je veux dire, une Steam Deck ça coûte 419€ dans sa version la plus basique, mais encore c'est super accessible en sachant que c'est un PC complet derrière. La ROG Ally et la Lenovo Go, la Lenovo Legion Go elle est un petit peu plus chère aussi, puis les autres marques aussi, mais ça reste des PC utilisables au quotidien si on met des accessoires type un écran, clavier souris en plus. C'est vraiment pas mal, les performances sont pas mal, et pour faire de l'émulation, enfin du rétro gaming, des jeux indépendants et tout ça, c'est vraiment bien. Et des petits jeux, même un tout petit peu de AAA, ça tourne aussi. Donc c'est vraiment pas mal. On n'oublie pas les PC portables, hein, bien sûr, qui ont tendance d'ailleurs, avec les évolutions techniques, à s'amincir un petit peu. Donc maintenant les PC portables gamers, ils arrivent à être relativement fins et relativement légers pour ce que c'est par rapport à il y a quelques années. C'est une alternative viable, certes un peu plus chère, mais complètement viable si vous n'avez pas le choix d'être en mobilité ou si vous avez un souci de place chez vous. Les contraintes sont les mêmes, je veux dire les choix de composants sont les mêmes, je veux dire dans le sens où il faudra choisir un bon combo processeur carte graphique, parce que de toute façon vous ne pouvez pas choisir le composant à mettre à l'intérieur du PC, il faudra choisir un truc tout fait.
Mention à part pour les PC portables de la marque Framework, j'en ferai une vidéo sûrement ou un short, je sais pas encore, mais c'est super intéressant à voir. Mais toujours est-il que voilà, pour les PC portables c'est ça. Et la dernière alternative qui commence à grimper un peu, ça reste les Mac. Les Mac, il y a de plus en plus de jeux qui sortent dessus. Certes, c'est pas forcément pour un public ciblé gamer, mais doucement on commence à pouvoir jouer relativement correctement sur les Mac, surtout avec les nouvelles puces M1, M2, M3. Donc bon, c'est à prendre en considération. Et chose promise, chose due, du coup là je vous mets le site en question dont je vous avais parlé, qui concerne les jeux PC vraiment old school rétro, donc abandonware.fr, qui recense et qui archive du coup plein de jeux PC d'époque et qui vous les met à disposition gratuitement. Alors certains jeux sont pas gratuits, dans le sens où il faut une licence et compagnie, mais la majorité des jeux sont gratuits et vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Franchement il n'y a que des pépites, donc ça va vous laisser des heures de jeu en perspective devant vous. Donc voilà, la vidéo elle se termine ici, donc plus d'une heure de vidéo, c'est super long. Pour tous ceux qui ont tenu jusque là, merci à vous, clairement. Pour tous ceux qui ont navigué entre plusieurs chapitres, plusieurs moments, merci à vous aussi également, merci du soutien. Merci aussi à ceux qui like, ceux qui commentent, soit pour des questions, soit pour me dire que je me suis trompé, soit pour dire que j'ai oublié un truc. Je vous remercie clairement. Je remercie aussi ceux qui s'abonnent, hein. Vous êtes de plus en plus et ça fait plaisir, comme je l'ai déjà dit. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez une explication plus spécifique sur quelque chose en particulier, je peux en faire une vidéo ou un short beaucoup plus court, parce que je pense qu'il faudrait que je fasse quand même des vidéos un peu plus courtes. Et puis voilà, donc je vous remercie vraiment beaucoup et à la prochaine, salut!